Imaginez une route secondaire, isolée, loin des lumières de la ville argentine de Gualeguaychú. C'est l'aube. L'air est lourd, c'est ce silence qui nous fait sentir que quelque chose de mauvais est sur le point d'arriver. Puis une voiture de police arrive, elle ralentit, ses phares puissants illuminent l'obscurité. Il n'y a pas de maison autour, pas de gens qui crient à l'aide, juste le vide de la nuit. Le vide. En réponse, Rodetseye, le détective sort de la voiture avec des mouvements prudents, comme s'il savait déjà que la précipitation ne servirait à rien ici. Le sol montre encore des traces fraîches, une piste qui s'arrête. Soudain, une moto est renversée sur le côté et à quelques mètres, un corps est étendu sur l'asphalte, immobile, d'une manière qui ne correspond pas à quelqu'un d'aussi jeune. Alors, l'officier s'approche lentement, non pas parce qu'il n'est pas pressé, mais parce qu'il a déjà de l'expérience. Ah, c'est trop de savoir que des scènes simples cachent souvent des couches complexes. Il n'y a aucun signe de vol ici, rien n'a été emporté. Ça ne ressemble pas à une embuscade aléatoire, il n'y a aucune trace de lutte. Et surtout, cela ne ressemble pas à un crime commis par un inconnu. Celui qui a fait ça connaissait probablement la victime, le chemin qu'elle empruntait, l'heure exacte, même les raccourcis qu'elle aurait pu prendre. Pendant que l'équipe de spécialistes commence à travailler, une question plane dans l'air, lourde et gênante. Que feriez-vous si le jeune homme s'arrêtait ici, au milieu de nulle part? Quelques heures plus tard, un nom apparaît comme la réponse la plus évidente de l'affaire. Peut-être un nom que personne ne trouve étrange à mentionner, mais qu'il est encore trop tôt pour désigner comme coupable. Au commissariat, une jeune femme belle et intelligente se présente, fille d'un policier. Elle pleure, disant qu'elle est sous le choc, qu'elle aimait le jeune homme et qu'elle ne sait rien. À première vue, tout semble collé, du moins en surface. Mais le détective ne se laisse pas emporter par des émotions superficielles. Disons, il cherche des schémas, et il se rend vite compte que cette histoire va bien au-delà d'un simple coup de feu. C'est une question de domination. Des récits qui changent, ou un silence imposé par la peur sur jusqu'où quelqu'un peut aller pour ne pas perdre le pouvoir. Le corps sur la route n'est que la fin d'une intrigue qui a commencé bien avant. Pas dans le crime lui-même, mais dans la vie des personnes impliquées. Et pour comprendre comment une histoire d'amour d'adolescent a fini par une condamnation à vie, nous devons revenir au début. Les origines de ceux qui étaient sur l'asphalte. Marcos Campos, soyez tous les bienvenus ici. Chaque semaine, au moins 3 nouveaux épisodes. Si vous aimez les histoires vraies, abonnez-vous et activez la cloche. Devenir membre m'aide beaucoup. Laissez un like ou un commentaire, même un emoji. Et passons aux faits. Avant toute arme dans l'histoire, avant les versions officielles ou les débats sur la culpabilité, il y avait juste un jeune homme allongé sur l'asphalte froid. Et c'est là que les enquêtes échouent souvent, en ignorant qui était la victime avant qu'elle ne devienne juste un numéro dans un rapport. Il s'appelait Fernando Gabriel Pastorizo. Il avait 20 ans et jusqu'à cette nuit-là, personne ne le voyait comme quelqu'un susceptible d'avoir des problèmes. Il était le fils de Silvia Mantegazza et Gustavo Pastorizo. Fernando a grandi dans une famille qui, même après le divorce de ses parents alors qu'il était très jeune, a gardé des liens forts. Il n'y a pas eu de dispute judiciaire ni d'éloignement. Le père et la mère étaient toujours présents, et lui et sa sœur Carla ont été élevés avec amour et stabilité. Fernando était de ceux qui gagnaient l'affection des gens sans effort. Il était extraverti, poli, affectueux, il se faisait des amis facilement, vous savez, il était proche de la famille et toujours prêt à aider les gens. Ils se souviennent de lui comme de quelqu'un qui ne méritait pas ça. Son passé était irréprochable, sans bagarre grave, sans antécédents avec la police, sans mauvaise réputation. Bien au contraire, je dirais qu'il était perçu comme quelqu'un de calme, peut-être même trop naïf face à certaines réalités. Et c'est précisément cette naïveté qui a pu le rendre vulnérable face à quelqu'un de mal intentionné. En reconstituant sa vie, les enquêteurs ont trouvé un tournant décisif. À 15 ans à l'école, il s'est impliqué pour la première fois avec une fille qui attirait l'attention partout où elle passait. Très belle, populaire, confiante, elle s'appelait Nahir Mariana Galarza. Pour Fernando, c'était le premier véritable amour, quelque chose qui allait au-delà d'une simple relation amoureuse. Il se sentait chanceux d'être aux côtés de quelqu'un d'aussi admiré, mais pour Nahir, la définition changeait selon le contexte. Parfois, ils formaient un couple, mais à d'autres moments, ils ne l'étaient pas. Rien.
Cela dépendait de qui regardait, de qui écoutait, de ce que cette réponse pouvait apporter comme avantage. Fernando était complètement amoureux, mais Nair semblait à l'aise, avec une sorte de déséquilibre de pouvoir. Elle ne cachait pas complètement la relation, mais elle ne respectait pas non plus entièrement cette histoire. Elle invitait d'autres garçons chez elle, flirtait ouvertement, s'impliquait sans hésiter, disons, et Fernando finissait par accepter. Pas parce qu'il était d'accord avec ça, mais parce qu'il n'arrivait pas à s'éloigner d'elle. Avec le temps, la relation est devenue un cycle épuisant, avec des disputes fréquentes, des ruptures qui ne duraient pas longtemps, des réconciliations affichées sur les réseaux sociaux avec des photos heureuses et des phrases inspirantes. De l'extérieur, cela semblait être de l'harmonie d'une certaine manière, mais à l'intérieur, ce n'était que dissonance, une tension constante. Quand Fernando a commencé à remarquer à quel point cela lui faisait du mal, il a essayé de réagir en sortant avec d'autres filles. C'est là que les choses ont dégénéré parce que Nair ne supportait pas cette perte de contrôle. En réalité, il ne s'agissait pas de perdre le garçon. Elle exigeait d'avoir accès à son téléphone tous les jours, lisait ses messages, vérifiait ses conversations, questionnait les noms et les horaires. Ce n'était pas une simple jalousie, tu vois. C'était vraiment une surveillance obsessionnelle. Pourtant, la relation continuait. Aux yeux de la famille de Naer, Fernando était une influence positive. Quand il a été présenté à ses parents, Marcelo Galarza, un policier, et aussi Yamina Kro, une ancienne policière, il a été très bien accueilli. Ils le voyaient comme un garçon issu d'une bonne famille, capable d'apaiser la rébellion de leur fille. En apparence, tout indiquait une relation sérieuse. En 2016, ils sont partis en vacances au Brésil, même avec la famille de Naer, et les photos montraient des rires, une très bonne et saine entente. Mais l'enquête a révélé plus tard que les crises existaient déjà, qu'elles persistaient même là-bas, disputes, trahisons, ruptures et réconciliations. En 2017, les choses se sont vraiment aggravées parce que Nair a commencé la faculté de droit à l'université de Concepción del Uruguay, où Nair s'est retrouvé impliqué avec d'autres, y compris un professeur. Et aussi des garçons avec qui elle se promenait main dans la main, même dans les couloirs. Selon Costa, Fernando le savait, il ressentait l'impact de tout cela. Il souffrait beaucoup, il était épuisé. Alors, il a commencé à parler de vraiment rompre, de s'échapper de ce cycle. Chaque fois qu'il menaçait de partir, Nair réagissait, pleurait beaucoup, menaçait de se faire du mal et faisait en sorte que Fernando se sente coupable. Et quand cela a cessé de fonctionner, elle a changé de tactique, disant qu'elle raconterait partout qu'il l'a maltraité. Quelque chose de complètement nocif, surtout venant de la fille d'un policier. Les blessures que Nair montrait venaient en fait des matchs de hockey, pas d'agression. Fernando n'a jamais porté plainte. Il ne s'est jamais défendu publiquement jusqu'à Noël 2017, lorsqu'il l'a vu embrasser un autre gars dans une boîte de nuit. Choqué, il a essayé de parler, mais une amie à elle, Sol Martinez, influencée par des mensonges à son sujet, agresseur de la fille, a donné une gifle à Fernando. Fernando n'a pas riposté, il a pleuré là, en silence. Dans son silence à lui, il a juré qu'il ne frapperait jamais une femme et il est simplement parti. Plus tard, cependant, Nair et sa Sol sont apparus chez lui, disant qu'elles voulaient parler. Elles l'ont emmené chez Nair, qui était vide, et l'ont agressé. Là-bas. Il a enregistré une partie de cela, mais il a été forcé de l'effacer. Blessé, humilié, il a envoyé des messages à des amis au sujet de la douleur de tout ce qui se passait. Il a aussi raconté à une tante de Nair tout ce qui se passait, mais il n'a pas reçu d'aide. Des amis lui ont suggéré de changer de ville, puis d'étudier l'administration des entreprises. Il s'est effectivement inscrit en décembre 2017 et les cours ont commencé en mars 2018. Pour la première fois, Fernando semblait enfin déterminé à aller de l'avant. Laisser toute cette pourriture derrière lui, disons. Mais les enquêteurs ont conclu que lorsqu'il a décidé de faire cela, de quitter définitivement la vie de sa petite amie. C'est là que cette chaîne criminelle a commencé à se resserrer. Pour un enquêteur expérimenté, les crimes les plus graves ne surgissent que rarement de nulle part, n'est-ce pas? Au moment précis du tir, par exemple, il se construit. Les liens se resserrent au fil du temps et bien souvent, le point de rupture. Cela se produit lorsque quelqu'un se rend compte que le contrôle qu'il exerçait sur l'autre personne lui échappe complètement.
Dans les jours qui ont précédé la mort de Fernando Pastorizzo, la police a reconstitué chaque appel, chaque message échangé, chaque détail et chaque mouvement. Ce qui est apparu, ce n'était pas une dispute isolée ou une impulsion soudaine, c'était exactement un schéma d'insistance croissante. Une tentative de plus en plus désespérée de maintenir les choses telles qu'elles étaient. En résumé, pour faire simple, la fille ressentait une grande tension pour tout ce qu'elle faisait avec le gars. Tout a commencé à s'intensifier le 28 décembre 2017. Fernando et Naher ont échangé plusieurs messages. Elle essayait, une fois de plus, de reconquérir le garçon, de reprendre la relation ou quoi que ce soit qu'elle ressentait. N'est-ce pas? Ce n'était ni des demandes douces, ni des conversations légères. C'était vraiment une pression émotionnelle. Fernando, cependant, dans cette situation-là, a répondu différemment de d'habitude. Alors qu'il finissait généralement par céder, il a dit qu'il ne voulait pas. Il a dit qu'elle le maltraitait trop, qu'il ne voulait plus continuer comme ça. Que même si on lui offrait 1 million de dollars, il ne retournerait pas avec elle. Pour ceux qui connaissaient son passé, c'était quelque chose de nouveau. Fernando était ferme, décidé, vraiment. Pour la première fois depuis des années, il n'allait pas reculer. Le lendemain donc, le 29 décembre, Naher a décidé d'agir personnellement. Elle est allée chez Fernando. Il n'y a pas eu de scène publique, ni de cris dans la rue. Fernando l'a reçu poliment, comme il le faisait toujours, même après tout ce qu'il avait déjà enduré de sa part. Ils ont discuté calmement et sa réponse est restée la même. La relation était bel et bien terminée. Face à ce refus définitif, Naher a fait une demande qui pouvait sembler simple et inoffensive à ceux qui ne le connaissaient pas, n'est-ce pas? Elle lui a demandé de la ramener chez elle sur sa moto, et Fernando a fini par accepter. Ils sont donc partis ensemble dans la nuit. En arrivant chez elle, Naher n'est pas descendue tout de suite. Au lieu de cela, elle a proposé quelque chose de plus intime. Elle a dit qu'après 5 ans passés ensemble, il serait juste qu'ils aient une dernière nuit, un adieu. Fernando n'a pas remarqué le chant de la sirène et est tombé dans le piège, cédant à l'invitation. Après leur relation là-bas, au moment de partir, Naher a encore changé de plan. Maintenant, elle voulait qu'il la conduise chez sa grand-mère. Fernando a accepté une fois de plus. Au moment de partir, elle a dit avoir oublié quelque chose dans la maison, est entrée seule, puis est vite revenue. Et les enquêteurs ont compris plus tard que ce bref moment était crucial. Parce que c'est à ce moment-là qu'elle a pris un objet, et l'a mis dans sa poche. Ainsi, sans se rendre compte de rien, Fernando a démarré la moto là, ils sont tous les deux montés et sont entrés là. Au petit matin, peu de circulation, peu de lumière sur un tronçon déjà éloigné de la route la plus urbaine. Naher a demandé qu'il s'arrête, Fernando a obéi, il est descendu de la moto. Alors, elle a sorti de sa poche un pistolet 9 mm, l'arme de service de son père, qui était policier. Comme nous l'avons vu, Fernando n'a même pas eu le temps de réagir, la première balle l'a touché dans le dos. Il est tombé de la moto, encore vivant, confus, essayant de comprendre ce qui se passait. Il n'y a pas eu de conversation, ni d'explication. Naher s'est simplement approchée et a tiré à nouveau, cette fois à bout portant dans la poitrine. Après 2 coups de feu, elle s'est penchée, a ramassé les douilles par terre et est partie à pied, laissant le corps sur place. Quelques minutes plus tard, un chauffeur de taxi est passé par là. En fait, il a vu une silhouette au loin, il a pensé que c'était une chute, un accident de moto, rien de grave, et il a simplement continué sa route. Quand il est repassé par le même chemin, il a vu le jeune homme toujours allongé là. C'est alors qu'il a finalement compris que quelque chose n'allait pas. Alors, il s'est arrêté, s'est approché et a remarqué que Fernando respirait encore. Et il a appelé les urgences immédiatement. L'ambulance est arrivée, mais quand elle est arrivée, il était déjà trop tard. Fernando était sans vie et pendant ce temps, dans une autre partie de la ville, Naher arrivait chez elle. Elle a rangé l'arme exactement là où elle l'avait prise, a pris une douche, est allée se coucher, comme si la nuit venait simplement de se terminer. À l'arrivée de la police sur les lieux, il était évident qu'il ne s'agissait pas d'un vol. Tous les effets de Fernando, portefeuille, téléphone et moto, étaient présents. Il s'agissait bien d'un homicide délibéré. Avant l'annonce officielle, la mère de Fernando, Silvia, a appelé Naher pour demander des nouvelles de son fils, qui n'était pas rentré tard le soir. Elle a demandé si elle savait quelque chose, et Naher a répondu froidement qu'elle ne savait rien. Qu'elle avait vu Fernando pour la dernière fois vers 23 h. Ainsi, quelques heures plus tard, Silvia a reçu la confirmation de la mort de son fils. Désespérée, elle a de nouveau appelé Naher. Et cette fois, la jeune femme s'est montrée choquée, bouleversée par la nouvelle. Peu de temps après, Naher a publié un message d'adieu sur les réseaux sociaux, disant qu'elle aimerait Fernando pour toujours. Déjà au commissariat, elle a d'abord été entendue comme témoin. Elle a pleuré, affirmant que Fernando était une très bonne personne, sans ennemis,
et ne méritait pas de mourir ainsi. Mais au fil de la conversation, un détail a attiré l'attention des enquêteurs. Le deuil initial a laissé place à une autre attitude. Nahir a commencé à émettre des hypothèses, à désigner des coupables possibles, à construire des scénarios alternatifs. Vous voyez tout ça? Avant même d'être officiellement considéré comme suspect, pour la police, ce comportement n'était pas courant chez quelqu'un qui venait de perdre un être cher. Son nom a été retiré de la liste des témoins et elle est alors devenue une personne d'intérêt. Et lorsque le père de Nahir, Marcelo, a compris la direction que prenait l'enquête, il a agi. En fait, il a pris une décision très rapidement. Il a engagé un avocat pour sa fille. À partir de ce moment-là, l'histoire a commencé à changer et elle a changé de façon très radicale, d'accord? Pour tout enquêteur ayant déjà traité des affaires compliquées, peu de choses sont aussi révélatrices qu'un récit qui change trop rapidement. Au début, Nahir Galarza est apparue comme quelqu'un en état de choc profond. Elle pleurait désespérément, utilisait des phrases toutes faites sur l'amour perdu, la douleur et la justice. Ça semblait trop répété, tu vois? Mais cela restait le profil de quelqu'un ayant vraiment perdu un proche dans une tragédie. Au fil des jours qui devenaient des semaines, cependant, l'histoire a commencé à se plier, à se fissurer et à se reconstruire de façon qui ne tenait pas debout. Guidée par l'avocat engagé par son père, peu après l'attention de la police sur elle, Nahir a totalement changé de discours. Soudain, il n'y avait plus rien avec Fernando, ils étaient désormais de simples connaissances, plus des petits amis. Il n'y avait pas de lien affectif réel entre eux, aucune proximité. C'était, selon cette nouvelle version, quelque chose de casual, sporadique, une rencontre sans engagement, tu vois? Autrement dit, c'était clairement, disons, une stratégie de la défense pour qu'il n'y ait pas de lien entre eux. Après tout, qui tue quelqu'un avec qui il a un lien amoureux, n'est-ce pas? Ce rebondissement, disons, est tombé à l'eau presque immédiatement. La police a recueilli les témoignages d'amis communs, de membres des deux familles, de camarades d'école et d'université. Tous confirmaient la même chose, exactement la même chose. Fernando et Nahir formaient un couple, même s'ils ne vivaient pas ensemble. Leurs réseaux sociaux étaient remplis de preuves de cela. Des photos côte à côte, des déclarations publiques, des voyages en famille, il y avait même des images du voyage ici au Brésil. Nier la relation n'était pas seulement un mensonge, c'était une stratégie vraiment bidon, clairement pour essayer de réduire la gravité du crime. Comme je l'ai dit. En Argentine, les homicides commis contre des partenaires en union libre, même sans cohabitation, reçoivent des circonstances aggravantes qui augmentent la peine. Les chiffres parlent aussi d'eux-mêmes, tu vois. En 2017, ils ont échangé environ 104 000 messages, soit une moyenne de près de 300 par jour. Difficile de prétendre que c'était juste une amitié, non? Nahir, elle a insisté pendant un certain temps. Elle est même allée jusqu'à prétendre que les messages d'adieu postés sur les réseaux sociaux, où elle disait en fait aimer Fernando pour toujours, n'avaient pas été écrits uniquement par elle. Selon elle, un policier aurait pris son téléphone portable et posté les messages pour essayer de l'incriminer. Une accusation grave mais facile à réfuter aussi. N'est-ce pas grâce à l'expertise technique et aussi par des témoins? Face aux contradictions accumulées, elle a reculé. Elle a admis la relation, mais avec une nouvelle condition, Fernando était violent. C'est alors qu'est apparue la version que la défense allait soutenir le plus longtemps, celle de la victime d'abus. Nahir a déclaré subir constamment des violences physiques de Fernando et vivre dans la peur. Que les blessures qui apparaissaient sur les photos ou dans les récits venaient bien d'agressions et non de son sport, le hockey, comme je l'ai mentionné précédemment. Et lorsque le récit du crime proprement dit est arrivé, l'histoire a été complètement bouleversée. Selon cette version finale présentée au tribunal, c'est Fernando qui a pris l'arme de son père, laissée là sur un réfrigérateur dans la maison. Il l'aurait forcé à monter sur la moto et pendant le trajet, dans un moment de jalousie extrême, il aurait tenté de tirer sur Nahir. Ainsi, Nahir, paniqué, s'est battu pour sa vie à ce moment-là et a saisi l'arme. Elle a tiré 2 coups qui ont atteint Fernando et ces tirs seraient donc accidentels, résultat d'une bagarre entre eux. Elle a dit qu'elle ne savait pas bien manipuler le pistolet, que tout s'est passé en une fraction de seconde, sans intention. Mais face à cela, alors, quelques questions se sont posées. Si c'était un accident, pourquoi ne pas avoir appelé les secours immédiatement? Pourquoi ramasser les douilles par terre? Pourquoi rentrer à la maison, prendre une douche et dormir comme si de rien n'était? Interrogée, Nahir a expliqué qu'elle était nerveuse et confuse, n'ayant pas réfléchi à cause de l'adrénaline. Police et experts sont restés sceptiques. Les rapports balistiques et l'autopsie montrèrent des tirs ciblés. Le premier dans le dos, alors que la victime était de dos ou en train de tomber. Le second
à bout portant dans la poitrine, alors que la victime était déjà au sol. Il n'y avait aucun signe de lutte physique, ni de griffure défensive sur Nair, ni de marque de résistance sur Fernando, rien qui indique qu'une bagarre ait réellement eu lieu. De plus, pendant toutes les années de supposés abus, Nair n'a jamais déposé de plainte officielle, ni fait de déclaration à la police, ni cherché d'aide médicale documentée. Pas une amie, pas un ami, personne, aucun témoin qui puisse corroborer cela. Ainsi, face à cela, l'histoire n'avait aucun sens. Elle ne dépendait ni financièrement ni émotionnellement de Fernando, elle n'était pas isolée, elle avait une famille influente et un accès facile aux autorités. Si elle avait vraiment peur pour sa vie, elle pourrait simplement en parler à son père, non? Autrement dit, il n'y avait pas ces éléments qui poussent souvent une femme à se sentir acculée, comme la dépendance financière ou émotionnelle. Mais malgré tout cela, une partie de l'opinion publique a adhéré à son récit. Lorsque Nahir a été placé en détention préventive, il y a eu des manifestations dans les rues, des pancartes réclamant sa libération. Sur les réseaux sociaux, des milliers de personnes la soutenaient, affirmant qu'elle était victime d'une relation abusive et s'était défendue en légitime défense. L'émotion a duré plusieurs jours, alimentée par des débats sur la violence de genre et le féminicide. Inversé, oui, les amis, il faut faire très attention. Parfois, quand un crime comme celui-ci se produit. Prendre parti sans attendre la fin de l'enquête, ce n'est pas la bonne chose à faire, n'est-ce pas? Pendant ce temps, l'enquête sur l'affaire se poursuivait. Tu te souviens de l'ami qui aurait agressé Fernando en boîte de nuit et qui aurait participé à l'agression chez Nair? Tu te souviens de ça? Eh bien, elle a été entendue. Elle a essayé de minimiser les faits, de nier les excès, de s'exempter de toute responsabilité. Bien que les témoignages des amis de Fernando aient confirmé les agressions, Sol n'a été inculpé d'aucun crime. Un psychologue légiste renommé d'Argentine a évalué Nahir. Sa conclusion a été très directe. Elle était intelligente, capable de manipuler émotionnellement et savait le poids que les accusations d'agression auraient dans la narration de l'affaire. Si elle avait vraiment subi de la violence, elle l'aurait dénoncé. Elle ne dépendait pas de la victime, comme on l'a vu, elle n'était pas coincée dans un cycle de peur, tu vois. Le spécialiste l'a également décrite comme émotionnellement instable à certains égards, mais calculatrice à d'autres. Quelqu'un qui ne montre pas de véritable remords, seulement une inquiétude pour les conséquences, c'est-à-dire qu'elle ne se soucie que d'elle-même. Ce n'est pas une personnalité qui voyait le crime comme quelque chose de lointain, en le regardant de l'extérieur, comme une tragédie grave qui pourrait lui causer des ennuis, et non comme quelque chose de grave en soi. Tu comprends? Avec cet ensemble donc, des preuves techniques, des témoignages croisés, des rapports d'expertise, l'avis de spécialistes, de psychologues, etc. Des contradictions évidentes, le chemin vers le procès est devenu inévitable. La ville au Brésil. Le 3 juillet 2018, Nair Galarza, alors âgée de 19 ans, s'est assise sur le banc des accusés. Pour la première fois, le destin de cette nuit sombre allait être décidé officiellement sur la base de faits et non d'émotions ou de récits. Au tribunal, il n'y avait plus de place pour les mensonges ou les manipulations. Ce qui comptait là-bas, c'était les faits, les rapports, les témoignages, les contradictions, les documents, les choix que chacun avait faits cette nuit-là. En juillet 2018, Nair avait 19 ans. Comme nous l'avons vu, assise là sur le banc des accusés, elle n'était plus cette jeune femme en larmes des premiers entretiens, ni le symbole des débats sur les réseaux sociaux. Elle était accusée d'homicide doublement aggravé, pour motif futile et pour usage d'une arme à feu à usage restreint. L'accusation a présenté une chronologie étayée par des preuves techniques. La possession de l'arme prouvée comme appartenant à son père, retirée de chez elle la nuit du cancer. La dynamique des tirs, le premier dans le dos, le second dans la poitrine, à bout portant, l'absence totale de secours. Nair n'a contacté personne, elle est juste partie, a pris une douche puis s'est couchée, laissant les douilles sur place. Montrant un sang-froid au point de penser qu'elle pourrait avoir des ennuis à cause de cela. 5 ans d'un schéma de contrôle émotionnel, de manipulation, de surveillance obsessionnelle et de réaction extrême. Quand elle a perdu le contrôle sur la vie de Fernando, et que cette thèse de légitime défense, l'accident, a été démonté point par point. Le juge n'a pas trouvé crédible l'idée que les coups de feu aient été accidentels lors d'une supposée dispute. Il a aussi rejeté les allégations de violence domestique, notamment faute de plainte formelle au fil des ans. Et il n'a pas vu d'éléments justifiant 2 tirs ciblés sans signe de lutte ni de défense. À la fin du procès, la sentence a été prononcée clairement. Prison à perpétuité en Argentine.
Bien que la peine soit théoriquement à perpétuité, la durée maximale pouvant être purgée est de 35 ans avant la possibilité d'une libération conditionnelle. Malgré cela, l'impact a été historique. Nahir Galarza est la plus jeune de l'histoire du pays à recevoir une condamnation à perpétuité pour homicide. La défense, bien sûr, a réagi, a allégué un excès de peine, a insisté sur la thèse de l'accident et a renforcé le récit de la victime d'une relation abusive. Mais rien n'a convaincu le tribunal. Cependant, Nair n'a pas été envoyée directement dans une prison ordinaire. Elle est en régime fermé. Ses avocats ont soutenu que la médiatisation de l'affaire la mettrait en danger. Ainsi, elle a été envoyée dans un autre type d'établissement pénitentiaire. L'endroit ne ressemble pas à l'idée que la plupart ont d'une prison, d'accord? Il n'y a pas de cellules verrouillées en permanence, mais de petites maisons individuelles où les détenus peuvent circuler librement dans certaines zones. Bien sûr, elles peuvent étudier, participer à des activités culturelles, discuter et rester en contact. N'est-ce pas? Elles ont aussi accès aux portables et aux réseaux sociaux. Pour beaucoup d'observateurs et de critiques, le régime ressemble plus à une copropriété surveillée par l'État qu'à une punition sévère. C'est surréaliste et bizarre, n'est-ce pas? Le fait que les sentiments de la famille de ceux qui ont perdu un être cher soient mis de côté face à cela, ce n'est pas bien. Avec le temps, Nahir a commencé à reconstruire sa routine. Là-bas, elle a commencé une relation avec Mathias, rencontré lors d'une visite familiale. Lui aussi venait voir un parent incarcéré. Elle publiait des photos de son quotidien, partageait des moments d'études, des activités, des sourires. Dans des interviews accordées, alors qu'elle purgeait déjà sa peine, elle parlait du crime avec une certaine distance. Tu sais que certaines personnes trouvaient ça d'une certaine manière, je ne sais pas, bizarre, troublant, non? Elle dit être triste de ne pas pouvoir sortir faire la fête avec des amis le week-end. À certains moments, elle a même affirmé que Fernando aurait pu éviter tout ça. C'est surréaliste, non? Franchement, il faut être instable pour dire une telle absurdité et rejeter la faute sur le gars. En somme, si Fernando était resté mon petit esclave, rien ne serait arrivé. Il ne manquait plus qu'elle dise ça, non? Mais malgré toute cette bizarrerie, début juin 2022, alors que la justice examinait un nouveau recours de sa défense, les avocats ont publié une nouvelle chronologie pour la presse internationale. Vous pensiez que c'était fini, n'est-ce pas? Cette fois, le récit était radicalement différent, comme aucun n'avait encore fonctionné. Dorénavant, Nair ne serait plus considéré comme l'auteur du crime. D'après les avocats, le vrai responsable serait désormais Marcelo, son père. Selon cette version, dans la nuit du 29 décembre 2017, Marcelo aurait entendu des cris et des bruits d'agression dans le garage de sa maison. Il a regardé par la fenêtre, il a vu Nahir monter sur la moto de Fernando, il a trouvé ça suspect, il les a suivis tous les deux. Là, il aurait confronté Fernando, il l'a accusé, oui, d'avoir agressé sa fille. Alors, la dispute a commencé et il a exécuté le gars d'une balle dans le dos et dans la poitrine. Ensuite, il aurait ordonné à Nahir de revenir par un chemin sans caméra de surveillance, ordre qu'elle aurait essayé de suivre, mais elle a échoué parce qu'elle a été repérée. La défense a même présenté une vidéo de reconstitution des faits supposés. Plus que cela, ils ont affirmé que Nahir était victime d'une justice patriarcale, sexiste et misogyne. Ils ont dit qu'elle préférait rester en prison, s'y sentant plus en sécurité que dehors, craignant son père. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi cette aversion n'était apparue que 5 ans après le crime, les avocats ont répondu qu'après 4 ans de thérapie, Nair aurait finalement brisé un pacte de silence familial. Elle serait restée silencieuse tout ce temps, craignant plus son père que la prison. La réaction de la communauté juridique d'experts a été presque unanime. La thèse a été considérée comme fragile, opportuniste et sans aucune preuve matérielle. Les criminologues et les juristes ont souligné qu'il n'y avait aucune preuve physique, ni aucun témoin pour soutenir l'implication du père. Pour beaucoup, il ne s'agissait que d'une ultime tentative de manipulation de la justice, des médias, du sens commun, en exploitant le sensationnalisme. Ainsi, en novembre 2024, la réponse définitive est arrivée. La Cour suprême d'Argentine a rejeté le recours à l'unanimité et a confirmé la condamnation initiale. Aucune nouvelle enquête n'a été ouverte, aucune révision de la peine, et bien sûr, Marcelo Galarza n'a pas été tenu pour responsable. Et ainsi, l'affaire a finalement été close. Et c'est sur cette route sombre, avec un jeune homme mort sur l'asphalte, dans une succession de choix que personne ne peut imaginer réécrire, que le monde a vu une nouvelle histoire de normalité apparente se transformer en tragédie irréversible. Normalité apparente entre beaucoup de guillemets, n'est-ce pas? Beaucoup de gens voyaient ce qui se passait. Nair Galarza n'est pas seulement une condamnée. C'est un exemple extrême, je dirais,
de la façon dont une manipulation émotionnelle prolongée, le désir de contrôle absolu et l'absence de limite peuvent amener quelqu'un à franchir une ligne dont il n'y a pas de retour. Fernando Lega n'a pas eu de recours, pas pour sa peine. Il n'y a pas eu de seconde version de l'histoire, il n'y a eu que la fin, définitive, silencieuse et sans possibilité de retour en arrière. Tu vois, hein, le gars était bien, un gentil. Il donnait plein de chance à cette personne qui, d'après tout ce qui a été découvert, ne voulait que le manipuler, non? D'après tout ce qui est dit, on dirait vraiment qu'elle ne pensait qu'à elle, non, les gars? Tout ce qu'il y a dans cette histoire, c'est de la peur. D'ailleurs, c'est un sentiment de perte pour elle, de ses privilèges, hein, de ses sensations, de ses désirs charnels, rien de plus que ça. Fernando n'était, je sais pas, qu'une sorte de pantin pour elle, vraiment. Quand elle a réalisé qu'il partait, elle a dit comme ça: «Non, tu ne pars pas, il est à moi, c'est fini». D'ailleurs, elle dit: «Tu vois, si tu n'avais pas provoqué ça, mec, c'est vraiment surréaliste tout ça». Mais je veux connaître votre avis ici. Vous connaissiez probablement déjà cette affaire, non? Mais je l'ai apportée ici à notre façon insolite d'être. J'espère que vous avez aimé aujourd'hui. Bisous du roux, à bientôt pour le prochain épisode.